Radio 2M. Faites entrer l'invité. Avec Fathia El-Aouni. Merci beaucoup Kenza. Bonjour à tous. C'est aujourd'hui en effet la rentrée pour plus de 8 millions d'élèves à travers le royaume. Mais nous allons nous intéresser en particulier aujourd'hui aux enfants de la région d'El Haus. 169 établissements scolaires endommagés par le séisme ont ouvert leurs portes pour cette rentrée. Une rentrée particulière parce que les traumatismes sont toujours là. Hier, 8 septembre, nous commémorions une date qui a marqué à jamais le royaume, un drame dont les Marocains se souviennent avec beaucoup de douleur. Il s'agit bien sûr du séisme d'El Haus. Un séisme mesuré à 6,9 sur l'échelle de Richter. L'épicentre se situait dans une région montagneuse difficile d'accès. Il était 23 heures. Souvenez-vous, quand la terre a tremblé, les secousses ont été ressenties jusqu'à des centaines de kilomètres de là. Ce n'est que le lendemain que l'on mesurera l'étendue du drame humain et il faudra plusieurs jours pour sortir les victimes des décombres. Ce séisme a coûté la vie à près de 3000 personnes, près de 6000 autres blessés, 60 000 habitations endommagées. Depuis vendredi dernier, nous revenons sur notre antenne sur les différents volets, le traumatisme, le volet économique, l'état des constructions un an plus tard, les aides pour les familles. Et aujourd'hui, en ce jour de rentrée, c'est donc des enfants que nous allons parler. Celle qui est avec moi, une association qui s'est beaucoup mobilisée sur place, c'est SOS Village. Avec moi, Samia El-Mousti, qui est la directrice de SOS Village d'enfants au Maroc. Bonjour. Bonjour, madame. Merci d'avoir accepté mon invitation. Samia, j'ai envie de vous demander tout d'abord quels souvenirs vous en gardez. Quand est-ce que vous vous êtes rendu sur place ? Alors, souvenir, beaucoup d'émotions. Le choc, la peur, l'effroi, la peur de réplique. Il fallait s'assurer que tous les enfants dans nos villages d'enfants SOS à proximité de l'épicentre étaient sains et saufs. Il fallait également voir comment on allait intervenir. Donc le lendemain, à 7h du matin, réunion de crise. Et puis, on s'est rendu sur place avec les équipes d'urgence incessamment. C'était le lendemain. Vous avez vu quoi ? On a vu beaucoup de tristesse, beaucoup de drames, des enfants qui couraient de partout, qui avaient peur, qui étaient tristes, de perdre des camarades de classe, de perdre des membres de la famille, de perdre leurs animaux de compagnie, leurs chèvres, leurs chats, leurs chiens. Tout leur environnement habituel. Tout leur environnement et tous leurs repères. Tous leurs repères qui étaient déstabilisés. Ils avaient peur des répliques, ils avaient froid, ils avaient faim. C'était une situation épouvantable. C'était vraiment très, très dramatique. Comment ça s'est passé ? Est-ce que vous avez, vous, au niveau des SOS Village, proposé votre aide ou on vous a sollicité ? Est-ce que les autorités locales, immédiatement, vous ont sollicité ? Alors, justement, on a été sollicité par les autorités locales qui nous font confiance et nous avons également eu les orientations de notre conseil d'administration et de la Fédération internationale SOS Village d'enfants Monde pour lancer un plan d'urgence et agir principalement pour les enfants, pour leur protection. Déjà, la protection des enfants laissés orphelins après séisme, la protection des enfants et des jeunes filles contre toute forme de maltraitance ou d'abus éventuels. C'est quoi ? Quel abus qui pourrait abuser dans une situation pareille ? Vous savez, dans des situations de crise, généralement, il y a plusieurs intervenants. Des fois, ce sont des familles de bonne foi qui viennent chercher des orphelins et qui veulent les ramener, pour les aider, pour les prendre avec eux chez eux, alors qu'ils ne savent pas que une prise en charge d'un enfant orphelin passe par une décision de justice. Il y a une loi sur la kafala qui a des dispositions qu'il faut respecter. Donc, en fait, il fallait sensibiliser les familles et les parents en particulier, enfin les gens du douar, sur la nécessité de faire attention à leurs enfants et même aux enfants des voisins qui restaient seuls dans les parages. Comment ça s'est passé pour les orphelins en particulier ? D'abord, vous en avez recueilli combien ? Alors, on a été la seule association à date d'aujourd'hui qui a accueilli des orphelins et des jeunes. Donc, on a eu des bébés de 9 mois, 11 mois, 13 mois, des jumeaux, des jeunes, 14-15 ans, qui ont perdu toute leur famille. Alors, ce qu'il faut signaler aussi, c'est que l'élan de solidarité au sein du douar était tellement forte
il y a eu du parrainage par les voisins, bon, comme vous le savez, Oui, un parce qu'ils douar, les c'est une connaissaient, famille. ils connaissaient Voilà, la c'est famille. une famille élargie, le douar généralement. Donc, il y a des liens de sang quelque part. Donc, il y avait cet esprit de solidarité et ils ne voulaient pas Les laisser lâcher partir. les enfants. Ils ont décidé de les parrainer et c'est tout à leur honneur Quand vous parce dites parrainer, que c'est de les garder avec eux. de les garder avec eux parce que finalement, la meilleure place d'un enfant, c'est au sein d'une famille, d'un environnement familial. Quelles que soient les conditions, quelle que soit cette famille, de toute façon, il n'y a pas de famille parfaite. Hein. Donc, nous, avec tous les efforts qu'on fait en tant qu'institution pour accueillir ces enfants dans un milieu familial, en s'appuyant sur une mère SOS, sur de l'affection, sur une durabilité des liens, etc. Une famille biologique reste quand même, même élargie, Bien évidemment. reste quand même Et la puis, meilleure solution. Comme vous dites, c'est leur repère, c'est des gens qu'ils connaissent, avec lesquels ils ont grandi. Ça Effectivement. concerne des enfants tout âge confondus? Entre 9 et 15 ans. Entre 9 mois, 9, 10 mois et 15 ans. Entre bébé et 15 ans. Alors c'est vrai que SOS Village, voilà, vous avez cette expérience-là de recueillir des enfants. Vous dites que vous avez recueilli des bébés. Je crois qu'il y a un chouchou, en particulier, qui s'appelle Youssef, Oui. au sein de SOS Village. Vous nous racontez son histoire. Youssef, vous l'avez recueilli, il avait quel âge? Il avait 9 mois et quand je l'ai pris dans mes bras à son arrivée au village d'enfants SOS Aïtourir, qui est le village le plus proche de Marrakech. Et je pensais qu'il avait 3 mois. Il était tellement petit, il était tellement faible. On sentait qu'il était mal pris en charge à la base. Donc, c'était le petit chouchou du village. Donc, tout le monde voulait le prendre dans ses bras. Tout le monde voulait le nourrir. Et puis là, maintenant, aujourd'hui, c'est un petit garçon, tabarakallah, bien portant, avec une petite personnalité assez intéressante. Et c'est une fierté de voir son évolution à chaque fois. Et comme je dis à la mère SOS qui s'en occupe, je lui dis à chaque fois que je viens, c'est nabron. Donc si je vois qu'il a pris du poids, c'est que tu t'en occupes bien. Donc c'est vraiment ça. On est vraiment content de pouvoir sauver ces enfants, enfin Youssef et sa fratrie de cœur, enfin les autres enfants, de pouvoir les sauver, de pouvoir les aider à se reconstruire et à. Mais comment vont-ils, Samia, justement, tous ces enfants? Comment ils vont? Alors, les enfants qui sont accueillis chez SOS Village d'enfants sont très bien pris en charge au niveau psychologique, au niveau de la prise en charge complète, comme les enfants qu'on accueille en général. Bon, avec un focus particulier sur leur santé mentale qui a été terriblement touchée. Maintenant, les enfants Alors, également... Je vous arrête. Quand on parle de santé mentale, ça veut dire que c'est des enfants qui font encore beaucoup de cauchemars, qui sont encore très perturbés? Effectivement, ce sont des enfants qui ont des troubles d'appétit, des troubles de sommeil, qui font des cauchemars, qui ont des symptômes de stress post-traumatique qui sont qui ont du mal à aller à l'école, qui ont peur que leur école tombe, par exemple. Donc, ils ont beaucoup de traumas qui nécessitent... Ils ont peur que ça recommence. Ils ont peur que ça recommence. Donc, ils se rappellent aussi leurs camarades de classe qu'ils ont perdus. Ce sont des traumas qui sont très profonds et qui nécessitent un accompagnement à moyen et long terme. Justement, est-ce que vous faites le maximum pour que ces enfants gardent le lien avec leur ancien douar? Parce que ça aussi, c'est important, parce que c'est un peu leur famille qui sont là-bas, même si dans les cas d'orphelins qui sont devenus les pupilles de la nation, même s'ils ont perdu les parents, quelquefois l'ensemble de toute leur famille, le lien avec le douar reste quand même important. Est-ce que ce lien, vous arrivez à le préserver? Effectivement, c'était une orientation très importante de la part de notre conseil d'administration qui a suggéré que l'unité d'accueil de ces enfants soit celle du village d'Aïtourir, parce que c'est le village le plus proche des douars sinistrés, justement pour permettre ce lien avec l'origine, ceci avec les familles d'origine, et permettre plus tard une réunification familiale. D'ailleurs, ce qu'on est en train de déployer comme activité au sein du village, en faveur aussi des enfants des douars, c'est qu'on les ramène de temps en temps au village. Pour faire des activités, profiter des ateliers, de toutes les infrastructures mises en place pour les enfants du village et de revoir leurs voisins et les petits chouchous que nous avons au sein du village et permettre ce lien qui est très très important. Quand ils retournent
au village, il y a ce traumatisme que vous sentez très fort, ou petit à petit, vous sentez que ça va mieux. Vous disiez tout à l'heure qu'il y a la crainte que ça recommence, que la terre se remette à trembler. Et c'est vrai que c'est un enfant, déjà nous, adultes, c'est extrêmement compliqué. Ouais. Pour un enfant, on imagine que c'est démultiplié. Comment ils réagissent? Ils sont heureux quand ils y retournent, ou il y a quand même cette petite crainte? Alors, on sent de l'évolution. Il y a de l'évolution parce qu'il y a un accompagnement qui a démarré au lendemain du séisme. Il y a l'accompagnement psychosocial qui a démarré. Et donc, on sent l'évolution. Mais maintenant, les enfants n'ont pas tous les mêmes mécanismes de défense. Il y a des enfants qui sont plus sensibles que d'autres. Il y a des enfants qui ont vécu des situations plus difficiles. Donc c'est différent d'un enfant à un autre. C'est très différent d'un enfant à un autre. Mais on sent l'évolution, on voit l'évolution. Mais c'est un travail, comme je le disais tout à l'heure, l'accompagnement psychosocial, c'est un travail à court, moyen et long terme. Il y a des enfants qui nécessitent des thérapies à long terme pour pouvoir dépasser leur trauma profond. Comment se passe cette rentrée pour ces enfants? Pour tous ces enfants? Bien, en tout cas, nous avons mis en place dans le cadre justement du plan humanitaire, dans la phase résilience, des classes modulaires grâce à la contribution de partenaires entreprises et de citoyens marocains engagés. Des classes modulaires, à peu près 45, donc qui ont permis le retour à l'école à plus de 7000 enfants. Donc, nous avons établi ce programme en coordination avec la délégation du ministère de l'Éducation nationale, du préscolaire et du sport. Et puis, nous avons également mis en place des caravanes de remédiation scolaire et numérique pour justement accompagner ces enfants à dépasser les difficultés scolaires et de réduire la fracture numérique. Là, on parle d'enfants de quel âge? Les enfants au primaire, des enfants au primaire. Très bien, des classes principalement. Primaires. Je rappelle ce chiffre donné par le ministre de l'Éducation nationale, 169 établissements qui avaient été endommagés par le séisme, qui ont rouvert leurs portes pour cette rentrée. En dehors de le rôle d'abord, pardonnez-moi, le rôle de l'école. Quel rôle peut jouer l'école? Alors, l'école joue un rôle très important. D'ailleurs, nous avons intégré les professeurs, les maîtresses et les encadrants des écoles dans le cadre dans l'accompagnement psychosocial et santé mentale, parce que ce sont eux qui font passer les messages, ce sont eux qui peuvent rassurer. Ils voient les enfants pratiquement toute la journée, donc ils ont un rôle très important à jouer. Et si on a un éducateur ou un professeur équilibré et qui a des outils d'accompagnement qui sont faciles, d'auto-accompagnement et d'accompagnement des enfants, on va pouvoir avoir un impact beaucoup plus important sur les enfants. Et à long terme. Et à long terme, effectivement. Et à long terme. Parce que là, l'environnement est beaucoup plus rassurant pour eux. L'association SOS Village a pu placer combien d'enfants? Vous parliez tout à l'heure des personnes qui voulaient garder au sein du Douar certains enfants. Au total, vous avez placé combien d'enfants dans des familles d'accueil? Alors, les enfants se sont placés naturellement chez les familles d'accueil. Les Douars étaient tellement solidaires, tellement autonomes et tellement... franchement, en tout cas, nous, on a beaucoup appris de ces populations parce qu'ils sont tellement autosuffisants qu'ils n'avaient pas besoin de l'association pour placer les enfants au sein des familles du Douar. Donc, il y a eu à peu près... Par contre, nous, on les a suivis en termes d'accompagnement psychosocial et de soutien scolaire. Donc, le placement s'est fait d'à peu près plus d'une centaine d'enfants chez les habitants du Douar, avec une supervision et un accompagnement de l'association à court, moyen et long terme. Ça veut dire à court, moyen et long terme? C'est-à-dire que jusqu'à au moins début 2026. Donc il y a tout un plan qui a été mis en place, ça également avec l'accompagnement des autorités locales, je l'imagine. Effectivement, avec la coordination totale des autorités locales et le soutien de la délégation du ministère de la Santé et de la délégation du ministère de l'Éducation. Alors, vous dites qu'au sein de l'association SOS Village, vous avez lancé un important volet qui est axé sur la réhabilitation. De quoi s'agit-il? Alors, la réhabilitation a concerné essentiellement la mise en place de logements provisoires pour les familles.
à peu près 42 logements provisoires qui ont été installés pour 170 bénéficiaires sur El Haouz et sur Taroudant. Nous avons également rénové 2 écoles et nous avons 13 écoles en cours de rénovation, primaire, en cours de rénovation, sous la supervision de la délégation du ministère de l'Éducation et en parfaite coordination avec les autorités locales. Nous sommes aussi en train de construire un collège et un internat pour jeunes filles sur la région de El Haouz pour permettre aux jeunes filles de poursuivre leur scolarité au collège grâce à la contribution... Et en restant dans la région. En restant dans la région, grâce à la contribution d'un partenaire entreprise historique, grand restaurateur au Maroc, qui nous soutient par rapport aussi bien au logement qu'aux classes modulaires qu'au niveau de ce collège. Les dons dont a bénéficié justement l'association pour pouvoir faire tout ça, vous diriez que c'est historique ? Ah oui, c'est historique. Il y a eu un élan de solidarité exceptionnel. Bon, nous, la générosité des Marocains, on la connaît, on l'a toujours connue. Ça fait plus de 40 ans qu'on est sur le terrain et près de 60% de notre collecte de fonds, c'est la générosité publique des parrains et des marraines qui nous soutiennent. Et là, ils ont renouvelé leur confiance durant cette catastrophe. Et que ce soit les Marocains du Maroc ou les Marocains du monde, que je tiens à remercier d'ailleurs particulièrement pour leur confiance renouvelée et pour leur soutien, parce que c'est grâce à eux qu'on a pu déployer rapidement le plan d'urgence, et c'est aussi grâce à eux, aux entreprises partenaires et aux autorités locales qu'on arrive, à l'INDH aussi, qu'on arrive à déployer le plan de résilience qui lui va durer plus longtemps et qui va inclure tous les axes que j'ai cités, la protection, l'accompagnement psychosocial santé mentale, le soutien à l'éducation et à la remédiation scolaire et numérique, et la rénovation, la réhabilitation et le logement provisoire. Et le logement, j'y viens au logement justement, beaucoup a été fait, énormément, que ce soit au niveau des accès routiers, que ce soit les aides pour les familles. Il y a eu des difficultés énormes justement pour déblayer, voir si les terrains de reconstruction étaient fiables ou pas. De nombreux experts se sont déplacés sur place. Toujours est-il qu'aujourd'hui, les retards sont importants et il y a l'inquiétude de l'arrivée de l'hiver. Quand vous vous rendez sur place, il y a quoi ? Il y a beaucoup de colère. On a lu beaucoup de choses ces derniers jours avec cette date de commémoration des 1 an. Est-ce que même au sein des enfants, vous diriez qu'il y a aussi de la colère ? Alors, je comprends la frustration, l'inquiétude de la population, ce qui est quant au délai. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que on parle d'une zone sinistrée où il y a un éparpillement géographique extraordinaire. On parle d'une surface de 42 000 km². C'est un peu plus que la Belgique. C'est énorme. Et nous parlons d'un relogement, enfin d'une reconstruction, d'une rénovation qui nécessite l'intervention de plusieurs intervenants externes. Donc on parle de topographes, de bureaux d'études, de bureaux de contrôle, d'entreprises sur place, des autorisations qui nécessitent du temps, de l'énergie, si on veut faire les choses dans des conditions de sécurité et des normes importantes. Donc là, il faut aussi comprendre les gens sur le terrain. Nous, on est sur le terrain, on sait ce que c'est. On sait ce que c'est la difficulté du terrain, la difficulté d'accès, malgré le fait que les routes aujourd'hui sont plus praticables. Alhamdoulilah, il y a eu un énorme travail qui a été fait sur le terrain. Mais n'empêche, pour accéder aux zones, il y a de l'altitude. Il y a des routes il y a beaucoup de virages, pour acheminer les matériaux de construction aussi. Donc c'est vraiment un projet ou un chantier qui nécessite des réunions, une organisation, des interventions. Donc il faut du temps et il faut s'armer de patience. Si on veut faire les choses dans les normes et dans les standards nationaux et internationaux, il faudra s'armer davantage de patience et il faut une entraide générale. Il faut vraiment qu'on soit un peu les inquiétudes sont légitimes. Oui, parce bien que, sûr. Pourquoi bien sûr. Nous savons que les hivers sont extrêmement rudes dans ces régions. Effectivement. Et c'est vrai que tout le monde aujourd'hui est inquiet. Vous avez très probablement, comme moi, lu de nombreux articles. Et la préoccupation, c'est pas de dire rien n'a été fait, mais c'est vrai qu'on se dit comment vont-ils faire ces villageois avec cet hiver, en tout cas pour ceux
qui sont toujours sous des tentes, qui n'ont pas pu construire pour tous les éléments que vous venez de mettre en avant. Ils vont faire comment ces gens ? Alors, il y a quand même un effort de la société civile sur place qui a mis des logements provisoires qui sont de très bonne qualité. En tout cas, il y a beaucoup d'associations Qui sont qui ont toujours mobilisés ils sont au jour toujours d'aujourd'hui. mobilisés aujourd'hui. Et bon, à chaque fois, nous, qu'on revient dans une région, on voit l'évolution. Il y a plus de logements temporaires, il y a plus de classes modulaires, il y a plus. On voit le changement, on voit l'évolution. Maintenant, ça prend du temps. Et ça prendra le temps que ça prendra, mais comme je disais, il faudrait s'armer de patience et essayer de s'entraider au maximum. En tout cas, nous, on ne voit pas de colère sur place, on voit beaucoup d'acceptation des villageois. On voit beaucoup de valeurs, beaucoup de foi, beaucoup d'espoir, beaucoup de gratitude. Franchement, on est agréablement surpris à chaque fois qu'on va sur place et ils ont tout à nous apprendre à cette communauté exceptionnelle. Est-ce que vous pensez que les Marocains devront se mobiliser justement pour tous ces villageois durant cet hiver, qu'il faut ne pas oublier de faire un don peut-être, parce qu'on a vu ce qui s'est passé après le tremblement, les camions, cet élan et cette résilience de l'ensemble de Mrarba Koulouma, où qu'il soit, que ce soit ici au Maroc ou à l'étranger. Est-ce que pour cet hiver, il va falloir aussi nous mobiliser pour aider justement les associations, peut-être pas tous y aller non plus, mais aider les associations, faire des dons aux associations pour qu'elles aident toutes ces personnes? Oui, effectivement, la mobilisation est importante et doit être régulière, comme vous le dites. Voilà, pas juste aller, Voilà, hop, je pas donne une fois et l'engouement du terminé. Ça début, fait doit être régulière parce qu'on a toujours besoin d'améliorer, on a toujours besoin de faire des dons parce que bon, peut-être les couvertures de l'année dernière ne sont plus exploitables aujourd'hui. Donc, il y a bien sûr, la mobilisation est importante et de toute façon, les Marocains sont tellement généreux et tellement, en tout cas nous on le vit, on est témoins de la générosité des Marocains et on n'a pas de doute par rapport à la continuité de cette mobilisation, Inch'Allah. Vous êtes très positif dans tout ce que vous dites. Est-ce que vous partageriez avec nos auditeurs peut-être la plus belle histoire que vous avez vécue dans ce drame? On sait que quelquefois il y a des miracles, quelquefois est-ce que vous avez vécu quelque chose de très particulier qui vous a touché peut-être à vie? Il y a beaucoup d'histoires, hein, là, vraiment beaucoup d'histoires. Donc si je commence à raconter, je vais commencer à pleurer. C'est pas l'objectif. Il y a un enfant qui nous a beaucoup touchés, qui a perdu ses parents et qui nous a beaucoup touchés quand on lui parlait et qu'on lui disait pourquoi il n'arrêtait pas de pleurer. C'est un enfant qui n'arrêtait pas de pleurer, qui voulait pas manger, qui voulait pas prendre de biscuits, qui voulait pas prendre de chocolat. Bon, un enfant qui veut pas prendre de biscuits et de chocolat, c'était un peu... Et puis, on lui a posé la question, pourquoi tu pleures? On sait que tes parents... Pourquoi tu pleures? Qu'est-ce qui te fait autant mal? En fait, il avait promis à ses parents qu'il allait avoir son baccalauréat et qu'il allait travailler pour les sauver de la précarité. Et qu'il n'a pas eu le temps de réaliser ce rêve, et qu'il n'aura jamais l'occasion de le réaliser, et que maintenant, il ne trouve plus en fait de motivation, de sens et de motivation. Il avait 13 ans. De sens, pourquoi vivre? J'aurais préféré aller avec eux, mourir avec eux. C'était très très émouvant, une scène très émouvante, très touchante, et un enfant qui était tout mignon et très intelligent et qui avait apparemment de très très bons résultats scolaires, mais qui aujourd'hui continue, grâce au soutien de l'association. Alors lui, il est au sein de l'association, oui. Ou est-ce qu'il est il a dans été une pris en famille charge. Non, il a été pris en charge par l'association dans le cadre d'un centre d'accueil des jeunes, et il est accompagné au niveau psychologique, au niveau de sa prise en charge complète, avec sa fratrie de cœur, un accompagnement spécialisé. Inch'Allah, il va avoir son bac. Inch'Allah, et on va être derrière lui. va... Est-ce que ça veut dire que vous envisagez qu'il y ait un autre village dans la région? Alors oui, nous sommes en train de construire un nouveau village sur Dakhla.
Et, Non, j'allais dire dans la région de l'Haus. dans la région de l'Haus, nous sommes en train d'agrandir un peu la capacité d'accueil. Et Vous puis, avez une capacité combien on a actuellement? 172 enfants actuellement. 172. Et puis, on est en train d'agrandir, de réfléchir comment agrandir et de planifier le renforcement de la capacité d'accueil du village pour justement accueillir un peu plus d'enfants. Et puis le projet également du collège et de l'internat pour jeunes filles servirait également à accueillir les jeunes filles de l'Haus qui, après la 6e primaire, abandonnent l'école malheureusement des fois. Et donc, on essaye de suivre un peu l'évolution. On imagine avec les familles, c'est ça en général. Oui. Elles aident les parents. Généralement, oui, généralement. Donc, on essaie aussi de travailler sur cet axe-là, la scolarisation de la jeune fille rurale et l'autonomisation de la femme à travers des programmes de renforcement familial pour les femmes qui ont perdu leur mari dans le séisme et qu'on essaie d'accompagner pour une formation sur l'élevage de bétail, la transformation du fromage, quelque chose qui est lié à l'agriculture pour pouvoir justement leur accorder une source de revenus pour leur autonomisation socio-économique. Merci beaucoup, Samia. Je rappelle que vous êtes la directrice de SOS Village d'enfants au Maroc, Samia El Mousti. On en reparlera. Inch'Allah. Bravo pour ce que vous faites déjà. Et Merci. puis ce message, il est important. Voilà, continuons à nous mobiliser parce que l'hiver arrive et Dieu sait qu'il y a énormément d'associations qui se mobilisent chaque année pour aider. Peut-être cette année, on devra en faire quand même un petit peu plus parce que c'est pas qu'une fois, quoi. Il faut quand même qu'on continue parce qu'il va y en avoir besoin. Merci beaucoup. Merci à vous. On se dit à bientôt. Il est 13h25. Dans moins de 5 minutes maintenant, le retour des news avec ce qui fait l'essentiel de l'actualité de cette mi-journée. Quant à moi, j'aurai le plaisir de vous retrouver lundi prochain pour un nouveau numéro de Faites entrer l'invité. Je vous souhaite une très belle journée.